Je voulais vous dire à quel point c'était un honneur pour moi d'ouvrir un peu les débats d'aujourd'hui. Je tiens à remercier non seulement tout le comité d'organisation, mais tout particulièrement mon ami Fethi Benslama qui m'a fait cet honneur. C'est vrai qu'il a souligné le fait que j'étais à la fois psychiatre, psychanalyste et anthropologue, et que c'est à ce titre-là qu'il me suggérait de vous dire quelques mots d'introduction. J'espère que je serai à la hauteur de ses attentes. Alors, je voudrais vous faire quelques remarques sur le titre là qu'on a donné, à savoir entre le terrorisme. Je ne sais même plus ce que c'est. Enfin, vous savez que les titres servent à ouvrir quelque chose et n'ont pas forcément vocation à être traités dans leur intégralité. Celui-ci n'y coupera pas. Je voudrais revenir sur quelques éléments qui permettent peut-être d'opérer des distinctions, en tout cas une, sur laquelle je reviendrai assez longuement, entre ces phénomènes de radicalisation et les autres phénomènes qui mènent à des assassinats en nombre. Et je crois qu'il y a là quelques éléments sur lesquels je souhaite intervenir. Alors déjà, je vous rappelle qu'au moment des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, non seulement les pouvoirs publics, mais aussi la plupart des médias, comme un grand nombre d'intellectuels, avaient considéré que des symboles forts de la République avaient été atteints. Comme si on avait voulu, à ce moment-là, toucher la liberté de la presse en attaquant des journalistes, toucher les structures importantes de l'État, les policiers, toucher une minorité, les juifs, et que chaque personne qui avait été visée l'était moins, entre guillemets, pour ce qu'elle était, que pour ce qu'elle représentait, avec la dimension assez classique du terrorisme qui consiste à toucher des gens pour ce qu'ils représentent afin de fragiliser l'ensemble de l'État. Et ces trois motifs ont, je dirais, été régulièrement remis sur la scène, jusque peut-être aux attentats du Bataclan, où là on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose de radicalement différent avec ce qu'on avait pu imaginer jusque-là, parce qu'il ne s'agissait pas simplement d'assassiner des gens pour ce qu'ils représentaient, mais peut-être plus de les assassiner pour ce qu'ils étaient, ce qui introduit une différence tout à fait significative. Alors, pris isolément, ces actes avaient une sorte de dimension très énigmatique, d'autant plus énigmatique que la plupart des commentateurs voulurent s'interroger sur qui étaient ces auteurs, qui étaient ces gens qui avaient été capables de commettre des choses aussi épouvantables, d'autant plus que pour la plupart, ils étaient français, donc supposés être des ressortissants. Certes, pour certains, issus de près ou de loin de la migration, mais comme bien d'autres, beaucoup plus nombreux, et qui n'ont jamais tué et qui ne tueront jamais. Donc ce seul facteur-là, même s'il était immédiatement présent dans tous les esprits, ne pouvait pas être un facteur explicatif, mais au contraire, justement, le facteur d'un questionnement, puisque tous ceux qui sont issus du même contexte ne font pas la même chose, c'est qu'il y a quelque chose là qu'il faut aller investiguer, chercher. Comment, finalement, on pouvait arriver à ce que certaines personnes commettent ces actes les plus odieux? Dans un premier temps, la plupart des réponses qui sont venues se sont focalisées, merci Fethi, se sont focalisées sur les origines ethnico-religieuses de ces auteurs. Il y a même eu parfois, il faut le reconnaître, un certain nombre d'inflexions racialistes, pour ne pas dire racistes. Un point central était de considérer qu'il y avait là, en tous les cas, une population plus vulnérable à la rhétorique terroriste, et par voie de conséquence, du fait que cette population était considérée comme étant plus vulnérable, population plus menaçante. Ça, c'est lorsqu'on prenait ce phénomène isolément. Par contre, si on le prend d'une façon plus globale, dans son ensemble, alors on se rend compte qu'il y a un certain nombre de caractéristiques qui permettent déjà de rapprocher ces actes d'autres actes, bien plus nombreux, avec la même idéologie, dans l'ensemble du monde. Au nom de la même cause, en Europe, bien sûr, mais surtout en Irak, en Syrie, en Afghanistan, au Liban, en Turquie, au Mali, et j'en passe, des crimes similaires étaient perpétrés avec presque la même détermination
presque le même modus operandi et avec une bien plus grande fréquence. Et avec un nombre de morts bien supérieur. Il fallait donc déjà replacer les attentats de Paris dans un contexte plus large, international, et pas seulement sur l'attrait qu'ils pouvaient exercer sur de jeunes gens, pour la plupart nés et éduqués en France. En effet, si l'on veut étudier la place de ces crimes dans l'ensemble des crimes commis au nom de la même idéologie, il me semble nécessaire de sortir de l'opposition entre une islamisation d'une jeunesse déjà radicalisée parce que poussée dans les marges de la société française, et de l'autre côté, la radicalisation de l'islamisme touchant les jeunes les plus vulnérables à cette rhétorique théologico-guerrière. Ça a été longtemps, vous le savez, la querelle entre Olivier Roy et Gilles Kepel. Elle est intéressante, cette querelle, et ce débat est intéressant, mais il a une limite par rapport à l'objet dont je vous parle, pour au moins deux raisons. La première, c'est que si cette opposition peut être pertinente pour analyser les phénomènes de radicalisation, elle ne saurait valoir pour l'ensemble des crimes que je viens de décrire sur l'ensemble de la planète et dans d'autres régions. Donc déjà, ça met une certaine limite sur le cas exclusivement français. Mais il apparaît aussi empiriquement quasiment évident que ces deux perspectives, loin de s'opposer, sont très probablement présentes simultanément dans des individus différents. Dans la même population, on peut tout à fait avoir ces deux tendances. Donc l'opposition est, à mon sens, quelque peu forcée et pas nécessairement pertinente pour analyser les crimes. La radicalisation, c'est autre chose, et à chaque fois, vous verrez, j'essaie de nuancer les deux. La seconde raison me semble être encore plus essentielle. Parce que justement, en posant le débat en ces termes, eh bien, par définition, on va s'interroger d'abord sur la nature de ces auteurs, sur leur enfance, sur leurs failles, les failles de leur éducation, leur appétit de violence, leur recherche de convictions fortes, l'attrait, par exemple, pour un islam radical, sans oublier les blessures psychiques qui sont individuelles et qui pourraient expliquer cet engouement morbide. Si l'on connaît mieux aujourd'hui la multitude des itinéraires possibles, et on verra, je pense, pendant toutes ces journées que les travaux ne manquent pas et montrent un paysage beaucoup plus complexe et beaucoup plus varié que ce que l'on avait pu imaginer au tout début. Et je pense par exemple à l'enquête approfondie dont Laurent Bonelli nous parlera tout à l'heure. En fait, on se rend compte qu'on ne sait toujours rien, malgré tout ce que l'on sait de ces parcours, on ne sait toujours rien de l'histoire intime des auteurs des attentats de Paris et d'ailleurs. C'est peut-être parce que leur histoire personnelle nous demeure inconnue que nous insistons parfois à une telle inflation d'hypothèses pour essayer de rendre compte des motivations de ces tueurs. Expliquer les motifs de la radicalisation à partir de données issues d'enquêtes psychologiques ou sociologiques menées auprès de jeunes gens radicalisés, c'est une chose. En déduire que ceux qui ne sont pas là pour témoigner des actes qu'ils ont commis, mais que l'on va faire parler ceux qui n'ont pas commis ces actes, c'est-à-dire ceux qu'on l'interroge, pour nous renseigner sur ce qui s'est passé pour ceux qui ne sont pas là pour témoigner, est une toute autre affaire, et beaucoup plus complexe d'un point de vue scientifique. Car si on ne sait justement pas grand-chose de ces hommes et de ces femmes qui furent responsables de massacres, ici comme ailleurs, en Irak, en Afghanistan, en Syrie ou encore au Liban, parce que ces derniers meurent en assassinant leurs victimes. Plus exactement, ils tuent jusqu'à ce que leur propre mort mette un terme au massacre. J'y reviendrai, c'est un point qui me semble tout à fait important. Mais déjà, remarquons que c'est précisément leur absence qui alimente à l'infini le foisonnement des interprétations censées nous expliquer d'où ils viennent, ce qui s'est passé dans leur tête et dans leur vie pour expliquer de tels gestes. Moins ils sont présents, plus nos imaginaires reconstruisent leur vie pour donner un sens le plus souvent pathologique à leur destin funeste. À la différence des terroristes habituels, que ce soit les Irlandais, les Basques, les Corses ou encore des anciens Brigades Rouges, et il y a des spécialistes du terrorisme ici qui en parleront mieux que moi, mais qui ont régulièrement défendu leur cause jusque dans les prétoires, revendiquant de répondre personnellement et politiquement de leurs actes devant des instances judiciaires, tout en leur déniant toute légitimité à les juger. Ils utilisaient malgré tout cette scène comme une scène pour faire valoir leurs revendications et leurs actes.
Les assassins du djihad, eux, préfèrent mourir que justifier leurs actes devant la justice des hommes, ou plutôt se taire, parfois. Leurs actes suffisent pour eux, semble-t-il nous faire comprendre. L'exposition délibérée de leur identité leur épargne tout autre aveu de responsabilité personnelle et laisse aux médias des puissances attaquées le soin de reconstruire l'hypothétique récit de leur engagement et des motifs de leur crime. La signature de leur acte se trouve précisément dans ce contraste entre une identification immédiate de l'auteur et l'impossible d'avoir accès à aucune autre justification du crime que celle délivrée par la propagande de leurs commanditaires, et j'ajoute, abusivement relayée par les médias occidentaux. Ce paradoxe, je pense, est à l'origine de très nombreuses méprises. Parce que non seulement tous les radicalisés ne deviennent pas des tueurs, mais de plus, les tueurs eux-mêmes, ici comme ailleurs, et particulièrement là où les massacres sont les plus nombreux et les plus fréquents, ne sont pas nécessairement les plus idéologiquement radicalisés. Au regard des trajectoires individuelles, le lien entre radicalisation idéologique et assassinat est, me semble-t-il, beaucoup plus aléatoire. De sorte que si la lutte contre la radicalisation sous toutes ses formes, et pas simplement religieuse, se justifie d'un point de vue politique, afin de garantir la communauté républicaine et citoyenne, si une entreprise comme le colloque d'aujourd'hui, auquel nous participons, est parfaitement justifiée, mérite d'être encouragée et a un rôle important dans notre société, c'est bien sûr pour réfléchir sur la radicalisation, mais ce ne saurait être, me semble-t-il, au nom d'un rapport trop rapide entre radicalisation religieuse et crime de masse. À ce titre, et en limitant mon propos aux seules questions concernant les meurtres commis au nom du djihad, je vous propose de déplacer la focale sur des éléments comparatifs plus empiriques et à ce titre un peu moins spéculatifs. Car les tueurs d'aujourd'hui, ceux qui massacrent des innocents au nom du djihad, partagent avec la plupart des tueurs de masse, exécuteurs et autres génocidaires, un grand nombre de caractéristiques communes. Plutôt que de comparer des gens qui ont tué avec des gens qui n'ont pas tué, le travail que je mène depuis ces dernières années, c'est de comparer des gens qui tuent avec d'autres gens qui tuent. Il me semble que le point commun est sans doute plus facile à tenir d'un point de vue méthodologique. Si on dispose aujourd'hui de très peu de confessions de djihadistes impliqués dans les tueries, je l'ai dit par ailleurs, le catalogue des récits, des témoignages, des aveux d'hommes et de femmes ayant participé à des massacres de masse est aujourd'hui considérable. Qu'il s'agisse de témoignages spontanés, d'entretiens avec des chercheurs ou des documentaristes, qu'il s'agisse bien sûr des minutes de procès où ils sont entendus, et on observe très vite qu'il existe bien plus de similitudes entre un combattant de Daesh et un exécuteur Khmer Rouge, ou encore un nationaliste serbe pendant le conflit en ex-Yougoslavie, ou encore un extrémiste Hutu pendant le génocide des Tutsis du Rwanda, et même un membre des forces spéciales de Bachar el-Assad gazant des populations civiles, qu'entre ce soldat du djihad et un jeune Français, même radicalisé. Le dernier, ce jeune Français, deviendra peut-être un tueur, mais rien n'est moins sûr. En tous les cas, on ne peut pas le savoir aujourd'hui. Et de toutes les manières, c'est probablement très peu prédictible. Par contre, sur le plan empirique, la comparaison entre les pratiques des djihadistes contemporains et celles des génocidaires, je mets dans le rang des génocidaires tout ce type d'assassins, a le mérite de mettre en perspective des modalités d'exécution et d'organisation de massacres très similaires sur de nombreux aspects. La question n'est pas nouvelle. Elle avait déjà été soulevée dans les suites du 11 septembre 2001, et il y a eu un colloque international où je crois qu'un certain nombre de personnes ici étaient déjà présentes, sur les violences extrêmes, qui s'était tenu à Paris en novembre 2001, où le politiste Jacques Semelin soulignait comment les débats préparés de longue date avaient été brutalement rattrapés par l'actualité. Moins de 3 semaines après les attentats qui avaient ensanglanté les États-Unis, la question de savoir si ces actes relevaient d'un terrorisme classique, d'un acte de guerre ou d'un massacre de civils, comme dans les pires régimes génocidaires, devenait déjà brûlante. J'imagine que la classification qui a été introduite dans la suite par Jacques Semelin est connue de tout le monde ici, sinon vous ne travailleriez pas sur ces questions. Mais je ne reviendrai pas en détail, je voudrais juste souligner un des traits essentiels qui aujourd'hui fait autorité et nous permet de penser scientifiquement ces crimes.
La classification qu'il propose repose principalement sur un principe de distinction fondé sur l'intentionnalité des commanditaires des massacres, qui va lui permettre d'opposer deux grands modèles, détruire pour soumettre et détruire pour éradiquer. Ce point est évidemment essentiel, car l'enjeu est clairement de procéder à une comparaison raisonnée des crimes de masse indépendamment du degré de l'horreur qu'ils ont pu atteindre. En effet, toute autre approche qui se fonderait par exemple sur le degré d'horreur aurait deux problèmes, celui d'un ethnocentrisme, qui sommes-nous pour juger le niveau d'horreur majeur, et surtout très peu féconde d'un point de vue même empirique, parce qu'au sein d'un même conflit, il y a des degrés d'horreur qui sont très variables. Donc ce n'est pas ce caractère-là qui peut être pertinent. Du point de vue des sciences politiques, cette classification fondée sur l'intentionnalité est éminemment pertinente puisqu'elle va permettre de comparer les massacres à partir de leur politique et de leurs ambitions. Elle relève d'une analyse institutionnelle et elle va se concentrer sur les dispositifs mis en place par les régimes totalitaires. Ainsi, dans « détruire pour soumettre », les massacres serviraient à contraindre les populations civiles, à les forcer à se plier à l'ordre établi, qu'il s'agisse de troupes loyalistes ou de troupes rebelles. Les exécutions de masse chercheraient d'abord à mettre la population au pas, à briser les tentatives de sédition, les résistances, et le nombre de pertes humaines importerait bien moins que l'ordre que ces régimes chercheraient à imposer. Ici, on peut dire que les massacres accompagnent des politiques répressives et les servent. D'en détruire pour éradiquer, le modèle est assez différent, puisque là, l'objectif premier est à l'inverse la purification radicale et totale, et donc l'élimination physique du plus grand nombre, voire de la totalité de la population ciblée. C'est bien sûr le génocide qui représente l'archétype de ce modèle, où on comprend que l'extermination est un but de guerre en tant que tel. Mais au niveau des hommes qui participent à ces massacres, les distinctions opérées par Semelin s'avèrent beaucoup moins heuristiques. Avec tout le respect que j'ai pour cette œuvre et l'admiration que j'ai pour tout son travail, je mets une juste petite distinction par rapport à mes travaux, puisque moi je travaille sur les hommes et non pas sur les intentions. Si on se situe au niveau des hommes, alors à ce moment-là, effectivement, cette distinction est beaucoup moins pertinente parce que on s'aperçoit que pour les hommes qui exécutent ces massacres, les intentions des planificateurs et des commanditaires ne changent pas grand-chose à leur façon d'agir. Ils tuent de la même manière, qu'il s'agisse d'éradiquer ou de soumettre. C'est dire qu'entre purifier, détruire, punir, asservir ou exterminer, les modalités générales d'administration de la mort diffèrent peu. Le lapsus, je laisserai un certain nombre de collègues ici l'interpréter. Mais je vous dis tout de suite que je reviens de Corse, et la mer, c'est pas celle à laquelle vous pensez, hein, c'est la médiation. Dès lors, si l'on cherche à analyser les processus d'extermination de masse, non plus à partir des politiques, des idéologies, voire des religions, qui semblent les motiver, mais du point de vue des hommes qui accomplissent ces crimes, alors il me semble nécessaire de retenir 5 paramètres communs à tous les processus où les massacres constituent le cœur d'une administration de la mort. Par administration de la mort, j'entends une politique globale où la mise à mort d'une partie de la population fait non seulement partie des instruments principaux du contrôle social, indépendamment de l'intentionnalité, mais correspond également à la façon d'organiser la gestion administrative de l'ensemble de la population autour de la mort de certains. Les 5 paramètres sont les suivants. Le premier, c'est un rapport dissymétrique entre des forces armées, les agresseurs, et des civils, les victimes des armées. On voit déjà que là, on n'est pas dans une situation de conflit de guerre, puisqu'il n'y a pas deux armées. Il y a d'un côté ceux qui ont la puissance militaire ou les armes, et de l'autre ceux qui n'ont rien. Le deuxième critère, c'est la planification minutieuse des objectifs, le choix des cibles, la préparation préalable, qu'il s'agisse de la logistique, de la propagande, de la rhétorique, justifiant les crimes par avance, et bien sûr après. L'économie de moyens est le troisième terme, et il est très important. Car il y a nécessité d'une économie de moyens et de temps, grâce à une organisation de tous les détails de la réalisation, les moyens mis en œuvre, leur gestion, le choix des armes, la sélection des victimes, le regroupement, la gestion des dépouilles, autrement dit, le choix de la plus grande facilité de l'action pour un meilleur résultat, la plus meilleure productivité.
Le quatrième point, c'est le recrutement des tueurs. Les tueurs sont toujours recrutés parmi les hommes les plus facilement disponibles. Cette définition peut vous paraître surprenante parce qu'elle n'indique rien, et pourtant elle est essentielle. Ça veut dire que ce ne sont pas nécessairement les plus motivés ou les plus convaincus, qu'il s'agisse des forces militaires régulières, de forces de police, de milices ou encore d'individus isolés. Enfin, le cinquième point, ce cinquième paramètre, c'est le territoire concerné par ces massacres. Dans le cas du djihadisme, c'est un petit problème, on pourrait dire. Parce qu'à la différence de la plupart des massacres de masse qui, jusqu'à aujourd'hui, se sont concentrés sur des territoires géographiques délimités, pas forcément restreints, les exécutions djihadistes se sont largement déterritorialisées pour s'étendre jusque dans des régions très éloignées, comme l'Europe. Mais là encore, la justification était l'espoir d'infiltrer des fortes populations musulmanes qui y sont présentes. Le quatrième point, vous vous en doutez, c'est le point qui est le plus souvent débattu, celui du recrutement des tueurs. Et c'est un peu, d'une certaine manière, celui qui fait l'objet de nos débats aujourd'hui. Mais outre, comme vous le voyez, qui n'est pas le seul, il y en a 3 autres, il ne se résume pas non plus, loin s'en faut, à la seule adhésion idéologique à la cause. Les hommes les plus disponibles sont de tout ordre. Des idéologues, des psychopathes, des délinquants, des repris de justice, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout, des hommes ordinaires. Dans les travaux que je mène aujourd'hui sur la question des hommes ordinaires, j'essaie justement de sortir la notion d'homme ordinaire de toute considération ontologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une catégorie, il n'y a pas une qualité d'ordinaire, il y a des situations qui feraient justement de chaque homme un bourreau en puissance. Ben, il y a aussi des exécuteurs de bureaux. Un bourreau en puissance selon les circonstances. Vous savez, c'est une thèse qui accourt régulièrement. Voilà, qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là? Est-ce que je ne serais pas devenu bourreau ou victime? Enfin, voilà. Qui est objectivement une question sans importance. Objectivement, on s'en fout de savoir ce que vous allez faire le jour où... Ce qui est important, c'est savoir qu'est-ce que vous avez fait avant pour que ce jour n'arrive pas. Et cette question qui est trop souvent oubliée, et qui est une question de responsabilité politique, qu'est-ce qu'on fait avant pour qu'une société ne devienne pas totalitaire et qu'on ne se retrouve pas dans ce cruel dilemme de savoir, alors, je deviens terroriste, je deviens... Voilà. Donc je pense que cette question est moins importante que cela. Mais dans les tueries perpétrées au nom du djihad, on retrouve la plupart de ces éléments. De plus, si on considère l'ensemble des attaques menées en ce même nom en différents endroits de la planète, il apparaît encore plus clairement qu'il s'agit de massacres de masse relevant d'une même administration de la mort, si on se réfère à ce que j'ai dit de ce qu'était l'administration de la mort. Le caractère déterritorialisé est une spécificité, mais qui n'exclut pas la possibilité de le comparer à tous les autres critères que je viens de relever, en montrant que c'est juste peut-être une particularité et que l'ensemble relève des mêmes modalités générales de tous les massacres de masse que l'on peut, là encore, décliner en 4 points. Les 4 points sont les suivants. D'abord, le choix des victimes. Il répond à une partition préalable qui sépare les purs et les impurs, les seconds étant nécessairement voués à la mort. Les cibles ne sont donc pas choisies pour ce qu'elles représentent, comme je le disais au début, mais bien pour ce qu'elles sont, ou plus exactement, pour ce qu'elles sont supposées être, pour ce que les exécuteurs supposent. Mais on sait bien, pour tous les gens qui travaillent sur les crimes de masse ou sur les processus génocidaires, on sait depuis longtemps que l'altérité peut être complètement inventée par le tueur. Il n'y a pas besoin d'être radicalement haute pour que l'autre soit considéré ainsi. Ça fait 30 ans que je travaille sur le génocide cambodgien. Il y a quelques personnes qui ont imaginé l'idée absurde de parler d'un autogénocide, comme si les gens se tuaient parce qu'ils étaient eux-mêmes les mêmes, ce qui est une absurdité totale. Si vous regardez comment fonctionnait le génocide au Cambodge, il y a une bipartition de la population très claire, le peuple nouveau, le peuple ancien. L'altérité peut complètement se construire, et sur une altérité construite, on peut décider que certains sont purs et d'autres sont impurs. Donc là, les cibles ne sont pas choisies pour ce qu'elles représentent, mais bien pour ce qu'elles sont, des êtres impurs, dont la mort est légitime. Ce qui est assez différent aussi avec le terrorisme, où on ne dit pas que la mort des civils abattus était légitime, on dit qu'elle était nécessaire, ce qui n'est pas la même chose.
nécessaires pour défendre la cause. Le second point, c'est les modalités pratiques des exécutions. Elles répondent aux mêmes logiques que dans les exécutions de masse. Et la principale, c'est tuer le plus grand nombre de personnes en un minimum de temps et avec la plus grande économie de moyens. En effet, puisqu'il ne s'agit pas d'atteindre des cibles hyper symboliques, c'est le nombre de victimes qui devient un critère essentiel. Le lieu où il sera le plus facile d'en atteindre beaucoup dans un minimum de temps. Et à ce titre-là, l'énigme de l'attentat de Nice de juillet 2016 s'estompe, bien sûr, avec un camion semi-remorque. C'est un instrument exceptionnel pour tuer en un minimum de temps, avec un minimum d'économie. Enfin, ça ne coûte pas très cher tout ça, un maximum de gens et d'avoir un écho absolument gigantesque par cet acte. Mais un acte dont le nombre de victimes compte plus que la nature des victimes. Le troisième point concerne le devenir des auteurs de ces crimes. Comme je l'ai dit plus haut, la plupart meurent au cours de leurs actions. Mais je ne suis pas convaincu qu'on puisse pour autant parler d'un suicide. Ce sera peut-être un petit point encore, un autre de discussion avec Féty. Parce qu'à la différence du suicide, où on pourrait dire que l'auteur se tue et, dans sa mort, entraîne les autres, là, on est exactement dans un modèle inverse. L'auteur se tue en entraînant un autre, par exemple, c'est probablement le cas de ce pilote de German Airlines qui, pour se suicider, a provoqué la mort de tous les passagers. Dans ce qu'on appelle, me semble-t-il, à tort, en tous les cas avec des grands guillemets, les attentats suicides, il me semble que le processus est exactement l'inverse. C'est précisément parce que l'objectif principal, l'objectif de guerre, est de tuer le plus grand nombre de personnes possible en un minimum de temps, que le seul facteur limitant, c'est bien sûr la vie du tueur. Ce qui va l'arrêter, c'est la mort. Donc la mort n'est pas un but, mais une conséquence de la stratégie, et n'est probablement pas plus une priorité qu'une volonté personnelle du tueur. Qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là? Je n'en sais rien. Mais on peut imaginer que c'est plus perçu comme une conséquence de la façon d'agir. Enfin, le quatrième point concerne le recrutement des tueurs. C'est celui-ci qui nous intéresse depuis tout à l'heure. Vous voyez, quand je vous avais dit que j'allais parler de très peu de choses par rapport à nos débats, je ne vous avais pour le coup pas menti. Le quatrième point concerne le recrutement des tueurs, donc je le disais. À l'évidence, mais les évidences sont trompeuses justement, les candidats les plus potentiels privilégiés, ce seraient ceux qui sont le plus sensibles à la propagande djihadiste. Et c'est d'ailleurs eux que la propagande djihadiste vise précisément. Donc ceux qui sont déjà convaincus ou que l'on peut convaincre. Mais dans les faits, si on accepte la comparaison que je fais depuis tout à l'heure, rien n'est moins sûr. Parce que si on compare avec les autres massacres, alors on s'aperçoit que ce sont, dans les autres massacres, rarement les plus idéologisés qui offrent la main-d'œuvre quotidienne des massacres. Les plus idéologiques forment très certainement le réseau des sympathisants. Alors je suis désolé, je les appellerai plus volontiers ainsi, les sympathisants, ceux qui vont diffuser la propagande, qui vont être éventuellement des complices, peut-être des passeurs, des protecteurs, parfois faire des caches d'armes, des planques. Mais ce ne sont pas nécessairement ceux-là qui vont être les plus engagés dans les actes de mise à mort. On a même un certain nombre qui vont manifester leur sympathie, c'est pour ça que je parle de sympathie, par des actes de provocation, en se revendiquant proche de ça. Laurent Benelli, encore lui, a fait une excellente étude par rapport à cela et ces différentes modalités de se présenter comme un soutien de Daesh, ce qui ne prouve en rien la capacité de cet individu à devenir un tueur de Daesh. Cette répartition des tâches est essentielle, parce qu'il est important de comprendre que tout le monde ne fait pas tout dans un processus d'extermination. Et on retrouve grossièrement, on retrouve la même chose chez les Khmers rouges, chez les exécuteurs directs de la Shoah, je pense aux Azengruppen ou dans les gardiens de camp, les assassins Hutus, où on trouve moins de gens absolument convaincus par les thèses qu'ils ont à appliquer chez les tueurs que chez ceux qui organisent l'ensemble du processus.
À titre d'exemple, je dirais les travaux de David Thompson sur les revenants de Syrie montrent aussi que ceux qui étaient probablement les plus idéologisés ont été les plus déçus, et pas forcément les plus enclins à passer à la lutte armée. C'est dire à quel point les candidats susceptibles de devenir des tueurs de masse ne se recrutent pas exclusivement dans les rangs des plus radicalisés. Nombreux, comme tous les tueurs de masse, n'ont pas plus de motifs personnels ou idéologiques que de passion pour la mort ou le meurtre, qu'ils n'ont besoin de libérer leur pulsion sadique pour tuer. Ils tuent simplement comme d'autres vont au travail. C'est le principal enseignement que l'on peut tirer de l'étude comparée des tueurs de masse. Il y a des pervers, c'est normal. Il y a des obsessionnels, c'est pas étonnant. Il y a des gens normaux, c'est plus surprenant. Puis il y a toutes les possibilités. Ce qui veut dire, quand on retrouve dans un panel toutes les configurations possibles, que c'est aucune de ces configurations qui est explicative. L'explication viendra d'ailleurs. L'explication viendra justement d'une analyse, me semble-t-il, comparée entre les différentes formes de meurtre de masse. Donc pour conclure, je dirais très simplement qu'il me semble, comme je le disais en introduction, impératif de distinguer la radicalisation, quelle qu'elle soit, et le meurtre de masse. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de lien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à s'en préoccuper. Ça veut simplement dire que le second, le meurtre de masse, répond à des logiques tout autres que celles qui permettent, me semble-t-il, d'analyser les mécanismes de radicalisation. Je vous remercie de votre attention.